Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on va explorer un thème un peu particulier. Quelle est votre expérience non paranormale la plus terrifiante? Si vous aimez ce genre d'histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Et c'est parti. J'ai déjà publié cette histoire auparavant, mais elle convient aussi ici. Pendant les 12 ans que j'ai passé dans mon dernier emploi, je me garais toujours à un endroit précis. Il était accessible au public parce que le parking n'appartient pas à l'entreprise. Mais c'est généralement toujours moi qui prends cette place. On nous demandait de nous garer à l'arrière du parking pour que les places les plus proches soient disponibles aux clients. Un jour, ma place est prise par une Cadillac aux vitres teintées. Et ça me met tout de suite en colère. Parce que tout le monde sait que c'est ma place. Je bosse très tôt. Il est 4 heures du matin. Et ça ne peut pas être l'un des autres employés parce que je sais ce qu'ils conduisent. Alors peut-être quelqu'un de nouveau? Ou peut-être un employé d'un autre magasin de la plaza? Mais il y a quelque chose qui cloche. La voiture est toujours là pendant ma pause déjeuner quand je rentre chez moi. Et le lendemain aussi, pendant toute la journée, alors que je travaille de 13h à la fermeture, vers 21h. Et puis aussi le jour suivant. Quelque chose me dérangeait vraiment. Ça sentait mauvais. Littéralement. C'est le sud des États-Unis et l'été est très chaud. Donc qui sait ce qu'il y a là-dedans? Mon père, qui était policier, me disait toujours que si quelque chose te semble bizarre, ça veut probablement dire qu'il se passe quelque chose de louche. Alors, j'ai composé le numéro de contact non urgent de la police. Je me sentais idiot. Mais chaque fois que je passais à côté de la voiture, je me sentais vraiment mal. Alors, j'ai attendu, bloqué pendant plus d'1 heure, avant que quelqu'un n'arrive et honnêtement, si je n'avais pas été en congé le lendemain, je serais rentré chez moi très vite. Mais j'ai attendu, principalement parce que je peux être vraiment têtu, et que c'est ma place, bon sang. La police arrive. Les agents sont agacés, ce que je peux comprendre, parce que personne ne veut perdre son temps pour des problèmes de parking. Ils vérifient la plaque d'immatriculation et là, la situation dégénère. Ils veulent mes informations, me demandent de contacter mon responsable, ils me posent des tas de questions. Est-ce que ce parking a des caméras? Est-ce que j'ai touché la voiture? Etc. Apparemment, la voiture fait l'objet d'une alerte Amber, parce que c'est la dernière fois qu'on a vu une personne disparue. Une fille de 15 ans. Quand ils ouvrent le coffre, ils trouvent son corps sans vie et mutilé, recouvert d'une couverture. C'était la source de l'odeur. Elle était sortie avec son petit ami, beaucoup plus âgé et possessif, mais elle avait décidé de mettre fin à leur relation. La seule erreur qu'elle a commise, c'était de monter dans sa voiture avec lui. Après l'avoir torturée, il l'a conduite à travers 3 comtés. Il l'a fourrée dans le coffre, et Dieu seul sait quoi d'autre. Puis il a garé sa voiture, et il est parti à pied, laissant la jeune fille mourir dans le coffre. Je n'ai jamais su lors de sa mort, mais il m'arrive parfois de penser qu'elle aurait pu être sauvée, si j'avais fait des histoires plus tôt. Écoutez votre instinct, même si ça vous semble débile. Ça s'est passé quand j'avais environ 11 ans. J'étais seul à la maison. Je venais de m'endormir quand quelqu'un a essayé de forcer la porte d'entrée. J'ai appelé la police et je me suis caché dans le garde-manger, dans l'étagère du bas. Les intrus sont arrivés à la porte juste à côté du garde-manger et ont également essayé de la forcer. La police est arrivée et l'un des policiers m'a pris dans ses bras et m'a tenu jusqu'à ce que ma mère arrive. Je ne voulais pas le lâcher et il s'est assuré que je me sente en sécurité. J'ai 27 ans maintenant et je ne suis pas souvent resté seul à la maison depuis que ça s'est passé. Le jour où j'ai signé un bail pour mon premier appartement, j'ai adopté un chien pour ne pas me sentir seul. C'est traumatisant de vivre quelque chose comme ça quand on est si jeune. Quand j'étais enfant, je faisais souvent des crises de somnambulisme. Nous vivions dans un quartier difficile, et il m'arrivait de me réveiller dehors en pleine nuit, sans savoir comment j'y étais arrivé. Je devais rentrer chez moi en marchant, et traverser l'obscurité de la porte d'entrée, que j'avais laissée grande ouverte, sans savoir qui pourrait se cacher autour. Cependant, l'incident qui m'a le plus effrayé s'est produit quand j'avais environ 9 ans. Je me suis réveillé et j'ai constaté que les rideaux de ma chambre étaient tirés
et que j'étais en train de fixer le dehors par la fenêtre. En reprenant mes esprits, j'ai remarqué un homme très grand, complètement dépourvu de poils, aucun cheveu, ni sourcils, ni rien du tout, qui me regardait fixement et s'approchait lentement de la fenêtre, de plus en plus près de mon visage. Il avait l'air perplexe, comme s'il n'était pas sûr de ce qu'il voyait. À ce moment-là, j'ai réalisé ce qui se passait et j'ai commencé à crier de manière incontrôlable, figé sur place. L'homme m'a paniqué. Il a poussé un cri strident, puis il est parti en courant, dans un zigzag étrange, comme s'il essayait d'éviter des balles. Ma mère s'est réveillée et elle a pensé que je faisais probablement un cauchemar. Le lendemain matin, on a trouvé un tournevis sur le porche avant, ainsi que des dégâts sur la poignée de la porte. Il est toujours très difficile pour moi de raconter cette histoire, mais maintenant, je peux au moins rigoler en y repensant. Je n'oublierai jamais l'expression sur son visage quand j'ai commencé à crier. Ni le cri aigu qu'il a poussé, ni sa roulade et ses esquives tout au long de la rue. J'étais au milieu du séisme de 1990 aux Philippines. Après le tremblement de terre principal, mon père et moi avons marché dans les rues pour rentrer chez nous, et il a couvert mes yeux pour que je ne voie pas ces grands sacs colorés alignés par terre. Plus tard, il m'a expliqué que ces sacs étaient en fait des personnes décédées. C'est assez insignifiant comparé à beaucoup de choses que j'ai lues ici, mais quand j'avais 12 ans, j'ai vu cet homme immense laisser tomber un billet d'1 $. Il semblait ne pas s'en être rendu compte, alors j'ai traversé la rue en courant pour le lui rendre. Il m'a remercié plusieurs fois, et j'ai pu voir qu'il n'était pas dans son état normal. J'étais une petite fille, et je ne pesais probablement que 45 kilos à l'époque. Cet homme était bien plus grand que moi. Soudainement, il m'a agrippé par le haut de la tête, et ne voulait pas me lâcher. J'ai eu beaucoup de chance que mon père soit à proximité. Il m'a simplement prise dans ses bras, et s'est éloigné de là. J'étais seul à la maison lorsque le dealer de drogue de mon ex-mari est arrivé. Heureusement, les enfants n'étaient pas là. Il a défoncé l'appart en criant qu'il allait tous nous détruire. J'étais caché dans mon dressing, sous des couvertures, en train de parler au téléphone avec la police. Il s'est approché très près, à plusieurs reprises. Je n'ai jamais été aussi pétrifié de toute ma vie. Les policiers sont arrivés là très rapidement, et il s'est enfui. Mais ils ont pu l'attraper, à seulement quelques rues de la maison. J'étais avec un gars pendant quelques années, quand j'ai réalisé qu'il s'était mis à fumer de la méthamphétamine après le travail. Nous avions déjà de nombreux problèmes, et j'avais 3 enfants, alors je l'ai finalement mis dehors. Quelques jours plus tard, peut-être une semaine, il crée un faux compte Facebook et m'envoie une demande d'amis. Les seuls messages sur le compte parlaient de me faire du mal, à moi et à mes enfants, et que la vie n'avait plus de sens, et de la façon dont il prévoyait de le faire ce jour-là. Le message le plus récent était accompagné d'un selfie de lui dans mon jardin. Un selfie récent, donc il était bien là. J'étais en train de rentrer chez moi avec mes enfants, tard le soir, lorsque j'ai reçu la demande d'amis. J'étais passé chez mes parents la veille et j'avais pris le pistolet 9 mm de mon père, parce que le mec envoyait des messages via des amis communs, et me disait qu'il allait foutre le feu à la maison. J'ai appelé la police dès mon arrivée, mais ils ne semblaient pas prendre l'histoire très au sérieux, et n'avaient pas d'agents disponibles pour vérifier ma maison avant qu'on y entre. J'habite en pleine forêt, et nous avons une très petite force de police. Quoi qu'il en soit, j'ai demandé aux enfants de rester dans la voiture. J'ai donné des instructions à mon aîné sur ce qu'il devait faire en cas d'incident, et j'ai dû fouiller ma propre maison, dans le noir, avec un 9 mm, au cas où il m'attendrait, moi et mes enfants. C'était terrifiant. J'ai dû vérifier ma maison à chaque fois qu'on rentrait, pendant un certain temps, et j'avais toujours peur de le trouver un jour à l'intérieur. La police a été appelée à plusieurs reprises, et j'ai finalement obtenu une ordonnance restrictive, quelques semaines plus tard, lorsque les menaces de mort ont continué à arriver. Le mec est mort il y a environ 1 an, et tout ce que j'ai ressenti, c'était du soulagement. J'ai attrapé une embolie pulmonaire l'année dernière, en fin août.
Je devais aller consulter pour évaluer mes douleurs le lundi suivant, mais la douleur était si intense le vendredi que je suis simplement allé chez le médecin le jour même. Il m'a dit que j'aurais pu mourir si j'avais attendu plus longtemps. J'étais en train de passer du temps avec des amis dans une partie suspecte de Phoenix. Soudain, on a entendu un grognement étrange. On pouvait entendre quelqu'un gémir et dire « Au secours !» d'une voix faible et épuisée. On s'est dirigé vers la voix et on a trouvé un homme allongé par terre, avec un couteau planté dans le ventre et une chemise couverte de sang. Ses yeux étaient étrangement fixés sur nous, mais il gémissait et se tordait de douleur. Il ne cessait de répéter « Aidez-moi, oh mon Dieu, je vais mourir. S'il vous plaît, aidez-moi !» On lui a dit qu'on allait appeler une ambulance, mais il n'a vraiment pas aimé cette idée. « Non, n'appelez pas les urgences. Juste aidez-moi, je vais mourir. » On a quand même appelé. Il s'est levé, sa chemise couverte de sang, en pressant sa main contre le couteau. Il a dit « Merde !» et il s'est enfui. Il y a quelques années, lorsque j'habitais encore chez ma mère à Philadelphie, quelqu'un a tenté de s'introduire chez nous. J'ai regardé par la fenêtre, à côté de la porte, et j'ai vu deux hommes qui portaient des cagoules de ski me fixer. L'un d'eux tenait une sorte de tuyau ou un outil, et l'autre pointait un pistolet sur moi. J'ai bondi loin de la porte. J'ai pris le fusil de calibre 10 de mon père, et je me suis posté à la porte de la salle de bain, tout en appelant la police. Finalement, ils ont pris la fuite et ont été arrêtés plus loin par la police. Ils avaient chacun plusieurs mandats d'arrêt pour des cambriolages dans le Maryland et le Delaware. L'un d'entre eux avait même laissé un père de 2 enfants paralysé, après avoir été touché à la colonne vertébrale. Je suis toujours reconnaissant de ne pas avoir été blessé pendant cet incident. Il y a plusieurs années, lors de l'un de mes premiers boulots, une collègue m'a raconté une histoire. Elle était sortie boire un verre la veille en soirée. En rentrant chez elle, elle était descendue du bus et marchait dans sa rue en direction de sa maison. Un taxi s'est arrêté à côté d'elle et le chauffeur lui a dit de monter. Évidemment, elle a refusé. Il lui a alors dit « Appelle qui tu veux pendant que tu es dans la voiture, mais s'il te plaît, juste monte et je t'expliquerai. » Elle était surprise, mais elle est montée. Il s'est avéré qu'un homme torse nu, sans chaussures et tenant une machette à la main, marchait droit vers elle. Le chauffeur de taxi avait déjà appelé la police, mais en voyant ma collègue, il s'était arrêté pour veiller sur elle. Il y a un an, j'ai été hospitalisé pour une infection à la jambe droite, juste en dessous du genou. Les médecins ont tracé une ligne et m'ont prévenu que si l'infection se propageait au-delà, je risquais de perdre ma jambe en dessous du genou. On m'a administré une forte dose d'antibiotiques et ça semblait fonctionner. J'ai dû terminer mon traitement antibiotique dans un centre de rééducation à proximité. Le jour avant d'être transféré, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner avec mon partenaire de chambre. C'était un homme plus âgé qui émettait un drôle de gargouillis en dormant. Il a dit à sa nutritionniste qui passait que son petit déjeuner aurait dû être accompagné de 2 cafés. J'ai entendu ce gargouillis derrière le rideau qui nous séparait. Mais cette fois, ça avait l'air beaucoup plus inquiétant. C'était encore pendant la période du Covid. J'étais sur le point d'appeler une infirmière quand soudain, une est arrivée en courant, en me demandant s'il allait bien. Le gars était en train de faire un arrêt cardiaque. Tout à coup, notre chambre s'est remplie d'infirmières et d'un médecin qui se sont précipités pour le sauver. C'était un chaos contrôlé, avec des procédures et des médicaments qui étaient utilisés et annoncés à haute voix. Une infirmière notait tout sur un ordinateur portable. Je ne pouvais pas bouger. J'étais sur le lit le plus proche de la fenêtre. Ils m'écartaient de plus en plus pour permettre à plus de personnes d'aider l'homme. Ils ont travaillé sur lui pendant plus d'1 heure. Peu de temps après, ils ont annoncé l'heure du décès. Le médecin a demandé un moment de silence. Il m'a vu assis sur mon lit et il est venu me demander si j'allais bien. J'ai dit que oui, même si j'avais les larmes aux yeux. D'autres infirmières sont venues me demander si j'avais besoin de quelque chose. Ces personnes ont pris le temps de vérifier si j'allais bien, après ce que je venais de voir. J'ai demandé à l'une des infirmières d'ouvrir un peu la fenêtre. Elle a souri et a compris ce que je voulais dire.
Il faisait beau et paisible dehors. Même maintenant, en écrivant cette histoire 1 an plus tard, ça me fait verser des larmes. J'ai entendu les derniers mots de quelqu'un sur cette terre. Excusez-moi, mademoiselle, mais mon petit déjeuner aurait dû être accompagné de 2 cafés. Quand j'avais 17 ans, le mari de ma mère a fait une crise mentale. Il a comploté, / tenté de la tuer. J'étais en train de récupérer d'une chirurgie au genou, mais je suis quand même sorti de ma chambre pour voir ce qui se passait. Mon petit frère avait 4 ans à l'époque, et il était dans la chambre pendant que ce mec était en train d'étrangler ma mère et de la piétiner. Je l'ai sorti de la pièce et j'ai dit à mes autres frères et sœurs de quitter la maison et de trouver quelqu'un pour appeler la police. J'ai dû le plaquer au sol pour le dégager d'elle, et je l'ai coincé contre la machine à laver et le sèche-linge, en criant à ma mère de sortir. J'ai essayé de l'enfermer dans leur chambre pour quitter la maison et chercher mes frères et sœurs, mais il m'a poussé et il est allé dans la cuisine pour prendre un couteau. Il essayait de se faire du mal, parce que j'avais déjà appelé la police. Pendant que j'étais au téléphone, il m'a regardé dans les yeux et a commencé à se couper. Puis il s'est enfermé dans la salle de bain, sachant qu'il serait arrêté s'il prenait la fuite. Ce qui m'a le plus effrayé, c'est à quel point il était calme quand il a dit « Elle me trompe, donc si je ne peux pas la voir, personne d'autre ne l'aura. » Je ne sais pas comment j'ai réussi à le dégager d'elle. Il mesurait 1m90 et pesait plus de 130 kg. J'ai maintenant 21 ans et même aujourd'hui, je suis nerveux en présence de couteau. Et je panique quand je n'ai pas de nouvelles de ma mère.